nous parlons d'un roman très connu en France qui s'appelle La vie devant soi de Romain Gary. Enfin, il l'avait publié sous le pseudonyme de Émile Aja. C'est un roman publié en 1975 et c'est bon. Moi, je l'avais lu rapidement, j'avoue que, mais là, je l'ai relu et je suis tout remet, parce que c'est un roman, je crois, impressionnant, très intéressant. Pour moi, c'est l'exemple même de la littérature. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées, mais en même temps, c'est beaucoup de mensonges, beaucoup d'imagination, Pour moi, c'est l'exemple type de la littérature. Très bien. Je ne sais pas, peut-être que je peux vous donner tout de suite la parole. Est-ce que vous avez réussi à lire le livre? Il y a beaucoup de vocabulaire. J'avais un peu peur, je me disais, mais bon, vous êtes des spécialistes en français déjà. Hein. Oui, oui. Bien sûr. Donc, je me suis dit, bon, alors nous avons... vous avez réussi à le lire et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une première opinion? Oui. C'est l'histoire de cet enfant, très spécial, qui ne sait pas quel âge il a, qui change d'âge. Et en réalité, l'histoire, le narrateur, c'est l'enfant, mais quand il a, je ne sais pas, 18, 20 ans, 22 ans, je ne sais pas. Oui. C'est pas quand il a 10 ans et c'est pas quand il a 14 ans. Oui. Non. Mais enfin, c'est quand il est un peu plus âgé, déjà. On ne sait pas quel âge, je ne crois pas. Je ne sais pas si on sait quel âge. Donc, c'est cet enfant qui raconte sa vie dans cette maison avec Madame Rosa, avec d'autres enfants et les problèmes de santé de Madame Rosa, les histoires, et en même temps sa relation très particulière avec Madame Rosa. Et enfin, est-ce que vous avez une opinion? Je crois que pour moi, c'est un roman impressionnant parce que depuis le commencement jusqu'au final, c'est vraiment une tragédie auprès d'autres. Après une autre, oui. Après d'autres, oui. Raconter des points de vue d'un enfant que je trouvais un enfant très mûr pour son âge, non? Pour son âge. Mais après, nous connaissons qu'il a 14 ans. Mais quand il parlait pendant tout le roman qu'il a 10 ans, non? 10 ans. Et je crois qu'il parle avec le langage de Belleville, que c'est le quartier où il habite. C'est un peu rire. Il me produit un peu rire les noms du quartier Belleville. Bon, où il se rejoint toutes les nationalités, les marginalisés, les émigrants, et tout. Et bon, pour moi, c'est un roman impressionnant parce que l'auteur, il fait il change cette impression d'avoir devant notre jeu une tragédie, et il devient un comique, un comédie. Bon, il utilise beaucoup de trucs pour supporter. Pour supporter tous les poids de l'histoire, non? Bien sûr. Bien sûr, c'est une tragédie, mais vécue par un enfant, donc c'est différent. C'est pas,
nous, ça serait une tragédie, mais lui, c'est une tragédie, mais en même temps, il y trouve des choses un peu bizarres, il découvre des choses, il y a beaucoup de personnages, et il y a aussi sa relation particulière avec Madame Rosa, hein, qui fait que c'est une tragédie un peu moins... Oui, d'accord. J'ai lu beaucoup de textes sur le livre, mais je crois qu'il était aussi, il est un écrivain, Salomon Rubinstein, qui a dit l'humour juif est un karaté spécial d'autodéfense. Humour, drôlerie qui se dissimule sous un air sérieuse, qui souligne avec cruauté et amertume l'absurdité et juif, qui va ensemble. Et pour moi, c'est ça, c'est l'humour et beaucoup de choses de la société, la prostitution, Oui. et, la médecine, les médecins dans le livre. Oui. Et aussi tous les immigrants et comment, je ne le savais pas, comment la manière de se prostituer avait changé avec les étrangers. D'accord. Je ne le savais pas, mais je crois qu'il écrit sur ça, c'est l'histoire de la prostitution en France. Oui. C'est très intéressant, mais on a dit avec des lois et avec l'arrivée des étrangers que la prostitution avait changé à une espèce d'esclavage. Oui. Oui, c'est le cas dans le livre. Je crois qu'à un moment, Madame Rosa dit qu'elle n'aurait jamais accepté ce que fait Madame Lola, le personnage tout à fait étonnant d'aller au bois de Boulogne. Non? Au bois de Boulogne. Alors, Madame Rosa dit, je crois, vers la fin du livre, du roman, qu'elle n'aurait jamais accepté de faire ça. Bon. Oui, enfin. Oui. C'est dangereux, non? Et pour le manque de l'hygiène. De l'hygiène, oui. Oui, que c'était, je crois que ce que Momo avait dit, non? Oui. Cette manière d'exprimer l'hygiène, je ne sais pas. Bien sûr. Est-ce que vous avez Laurène, une première réaction? Oui, mon première réaction a été le langage du moment. Oui. Comme vous avez commenté, c'est une histoire qu'il raconte avec plusieurs années. Mais il conserve un peu le perspective, le langage, la manière de voir toutes les choses, la perspective d'enfant. Oui. Oui, on fait ça pour ça et c'est tout. Bien sûr. Bien sûr, quelquefois, excusez-moi, quelquefois il dit, bon, je sais maintenant que ça ne se dit pas comme ça. Hein, par exemple, habitude, un état d'habitude. Oui. Ce n'est pas un état d'habitude, c'est un état d'hébétude. Mais il a toujours dit habitude. Ah oui. À la fin, il dit, maintenant je sais que ce n'est pas habitude, mais que c'est hébétude. Habitude, oui. Excusez-moi, Laura. Non, pas de problème. Mais après le commentaire d'incarnation, maintenant j'ai pensé un peu c'est peut-être pour sa formation, sa enfance, que pour nous, c'est une tragédie. Oui. Mais pour moment, c'est la vie, c'est normal, n'est-ce pas? Oui. Et peut-être pour ça qu'il... je ne sais pas, c'est ça, c'est un peu de penser entre
enfance et le langage qu'il Oui. conserve d'adulte. Oui. Oui. Je crois que le langage a beaucoup... Moi, j'ai été très impressionné par le langage, enfin, oui, l'expression dans le roman. Je crois que ça s'explique par le fait que c'est un narrateur enfant, le narrateur est un enfant, mais ce qui m'a impressionné aussi, c'est comment l'auteur utilise l'enfant pour jouer avec les constructions. Je vais vous dire ce que... Moi, j'ai pensé à Candide, j'ai pensé à Voltaire, ça peut étonner, mais j'ai pensé à Voltaire parce que dans Voltaire, nous l'avons vu quand nous avons parlé de Candide, il y a beaucoup d'expressions de cause parce que telle chose, j'en ai relevé, Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Une cause qui, en réalité, n'a aucun sens. Oui. Ce n'est pas parce que le château a une porte et des fenêtres que le baron est un grand baron. Bien. Oui. Bien, ici, c'est un peu différent, mais c'est l'auteur, Romain Gary, utilise beaucoup les expressions de cause ou des comparaisons qui se justifient parce que c'est un enfant qui parle, bien sûr. Mais en réalité, là, ça n'a aucun sens logique. Et en plus, il utilise beaucoup l'opposition. Je vais vous en donner, si vous me permettez, juste un exemple. Par exemple, il revenait claquer, il est question de Moïse, le petit enfant, l'autre petit enfant juif. Il revenait claquer à la maison, tellement il faisait des efforts pour leur plaire, pour plaire à la famille qui va peut-être le prendre. Donc, il revient claquer, très fatigué, parce qu'il fait des efforts pour plaire. La logique peut paraître un peu... Et un dernier exemple, de l'opposition. Il voulait les donner de la peine à ces possibles adoptions, non? Les pères qui vont l'adopter, oui. Il a fait beaucoup d'efforts pour pleurer, pour les donner. Pour plaire. Pour plaire. À la Gustave. Pour plaire. Pour plaire. Bien sûr. Plaquer pour les efforts de plaire. Oui, voilà, mais on se demande pourquoi ça fatigue. Et elle était entrée dans un état, il est question de Madame Rossa, elle était entrée dans un état de satisfaction qui faisait peine à voir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de phrases, elle semble satisfaite et ça fait peine à voir. C'est triste à voir. Donc, on attend le contraire. Si elle était satisfaite, on est plutôt content. Hein? Ou bien, non, il y en a beaucoup comme ça. J'étais tellement heureux, dit Momo, que je voulais mourir. Et on se dit, oui. Quand on est heureux, la première logique, c'est de ne pas vouloir mourir, justement. Oui. Pardon. Voilà ce que je ne sais pas si je vous dis. Il utilise aussi les stéréotypes, non? Oui. Pour les réfuter, parce que avec les jeux du mot qu'il utilise pour s'exprimer, non? Voilà. Mais justement, ce sont des jeux de mots qui se justifient dans le roman parce que c'est un enfant qui parle. Ce n'est pas exactement des jeux de mots, mais c'est des confusions de mots. C'est-à-dire qu'il utilise un mot, il l'utilise un peu mal. C'est un enfant en plus un enfant qui est un étranger, non? Bien sûr. Bon. Mais je crois que comme le narrateur est un enfant, ça donne à Gary l'opportunité d'exprimer beaucoup de choses qu'il n'aurait
pas pu, comme adulte, non? Des choses politiquement incorrectes, non? C'est sur beaucoup des injustices sociales dont il parle. Je crois que c'est une grande opportunité pour parler de tout ça et sans... bon, je crois qu'il y avait beaucoup de polémiques, non? Avec le livre, non? Je crois que au début, il y avait des personnes qui pensaient que le livre était antisémite, non? Antisémite. Oui. Je crois que oui, mais si on j'ai écouté ça, non? Si on le voit dans la perspective d'un enfant et avec l'humour, je crois que c'est la grande force du livre. Oui, d'accord. Très bien. D'autres? Non? Bon, moi, j'avoue que ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à lire le roman. La perspective de l'enfant permet de voir beaucoup de choses, de voir, bon, principalement l'enfant, bon, on va changer un petit peu, l'enfant principalement permet de réclamer de la tendresse. On a, la tendresse, la recherche de tendresse ou la discussion sur la tendresse dans le roman est très, je crois, très important. Et ça s'explique justement, encore une fois, parce que le narrateur est un enfant. Sinon, peut-être que... Et comme le narrateur est un enfant, eh bien, on sent, ça justifie la sensibilité qu'il a à toutes les marques de gentillesse, de tendresse, vous comprenez? Oui, le premier titre du livre était La tendresse des pieds. Ah, d'accord, je ne savais pas. Oui, c'était ça, mais il a changé parce qu'il avait utilisé des choses similaires dans ses autres livres. Oui. Et c'était pour ça qu'il a changé le titre. D'accord, je ne savais pas. Est-ce que quelqu'un sait parce qu'il a changé son nom avant de publier le livre? Ouf. Je n'ai pas vu le raison de changer. Oui. Son nom ou le titre? Non, le nom. Non. Le nom? Oui, il a publié. Ayar, non? Ayar. Ayar, oui. Pourquoi il a publié ce roman sous un pseudonyme? Parce que parce que vous nous demandez. Oui. Oui. Je vous demandais. Oui. Est-ce que quelqu'un a lu quelque chose? Il était un écrivain juif et toute sa vie a été dirigée à effacer cette caractéristique? Oui, même le lieu de naissance, le lieu où il a étudié, la personnalité de son père, de sa mère. Il a il a vécu dans les moments où le racisme et l'antisémitisme a été les plus hautes, non? Les plus féroces. Et d'abord, pour survivre, il a dû d'effacer beaucoup de choses de sa vie. Et après, s'il avait une mère un petit peu spéciale, et la mère a contribué à cette manière d'être de notre terre, non? D'être écrivain si grand, parce qu'il est un écrivain plus grand, parce qu'il a eu 2 fois le prix
les prix Goncourt. Non? Mais il n'était pas, comme Romain Gary, il n'était pas accepté pour la société littéraire. Je crois que c'est ça, là. C'est une des raisons que j'ai lues. C'est il a voulu tromper, enfin, il a voulu, oui, tromper, se moquer un peu de la société littéraire en publiant un livre qui allait avoir beaucoup de succès, alors qu'à lui, comme Romain Gary, la relation avec la critique littéraire était un peu difficile. Mais la critique littéraire a donné beaucoup de succès, a fait beaucoup de louanges, a dit que c'était très bien, que le roman La vie devant soi était très bien. Donc après, quand il a dit que La vie devant soi, c'était lui, eh bien, c'était une façon de se moquer un petit peu de... Oui. Un pied de nez, non? Voilà, faire un pied de nez à la critique littéraire. Il y a eu beaucoup d'autres pseudonymes. Oui, il en avait eu. Pas seulement Milaya, hein? Il a utilisé d'autres synonymes. Oui, beaucoup d'autres. Oui, et je crois qu'il a, avec La vie devant soi, il avait changé son style totalement, non? C'était une autre manière d'écrire, qu'il n'utilisait pas le même style que dans ses autres livres. Oui. D'accord. Très bien. Et Laurent, tout ce qu'Anne ne savait pas que jusqu'après son mort, qu'il était Romain Gary. Tu le savais? Oui, j'ai lu dans ma exemplaire édition, il y a une petite introduction à sa vie et ici, j'ai lu qu'il a révélé sa identité dans une carte de suicide. Une lettre. Oui. Une lettre. Dans la lettre. Juste avant sa mort. Hein? Juste avant son suicide. Oui. Oui. C'est suicide à Paris en 1980. Laissant un document posthume où il révèle qu'il s'est dissimulé sous le nom d'Emilia. Oui. Je me souviens à l'époque à la radio, ça provoquait tout le monde. Ah oui. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Oui, je me rappelle. C'est tout à fait étonnant. Enfin, d'accord. Il y a de nombreux personnages, tout aussi étonnants les uns que les autres, je dirais. Dans le roman, il y a par exemple le docteur Katz. C'est un personnage tout à fait... Comment vous l'avez trouvé? Il y a le docteur Katz, bien sûr, il y a un personnage que j'apprécie beaucoup, qui est le monsieur qui lui enseigne l'arabe. Monsieur Amil, je crois. Amil, oui. Monsieur Amil, c'est ce qui vend le tapis, non? Oui. C'est le docteur Katz. Le docteur Katz. Et le monsieur qui lui peut-être qu'il vend aussi les tapis, ça je me souviens plus. Mais celui qui lui apprend l'arabe et qui lui parle du Coran. Monsieur Amil. Monsieur Amil. Je crois. Hein? Bien. Et ce monsieur était très étonnant. C'est le monsieur qui a toujours un livre de Victor Hugo, Les Misérables de Victor Hugo. Oui, et que confondre Les Misérables avec son livre religieux, non? Oui, avec le Coran. Oui, quelquefois il mélange le Coran. Il confondre. Et même, comme a dit
Martha, qui l'appelle Momo, appelle Victor. Voilà. Quelquefois, il se trompe aussi, il l'appelle Victor. Et Momo est très gentil. Il le laisse, quelquefois, il le rectifie. Mohamed. Oui, bien sûr, Mohamed. Et 5 minutes après, Victor. Hein, mais... Victor, oui. Voilà. Et je crois qu'il y a 2 moments lumineux dans les récits pour Momo. C'est la découverte du cinéma. Ah oui. Et la découverte du cercle, le cirque, les clones qui font les clones, les cirques. Ah oui, si vous voulez, nous pouvons parler d'abord du cinéma. Oui, le cinéma. Et la marche arrière, qu'il dit qu'il a découvert la marche arrière avec Madame Nadine, non? Et qu'il veut savoir comme faisait la marche arrière, non? Oui. Et devenir son histoire, l'histoire de Madame Rosa. Voilà. Quelquefois, quand il voit Madame Rosa dans une situation à la fin du... Eh bien, il dit qu'il l'imagine en marche arrière. Oui. Il l'imagine quand elle était jeune, comme au cinéma. Oui. Donc, ça lui permet de... Oui, vous vous souvenez de ce passage. Et vous L'autre moment, Encarna, c'était quoi? Les cirques. Les cirques crâniques trouvent les clones avec tous les couleurs et tout ça. Des moments lumineux parce que il se trouve joyeux, feliz, heureux. En dehors de toutes les choses où il se trouve, non? Oui. En dehors de toutes les choses où il se trouve. Bon. C'était 2 manières de s'échapper, non? Pour lui et aussi pour faire connaissance à Nadine. Oui, Nadine. Il a connu Nadine quand il regardait le cirque, non? Oui. C'était en ce moment-là, non? Non. Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a connu Nadine. Je crois qu'il a connu... Quand il regardait le cirque, non? Non, c'était pas... Je crois que c'était en ce moment-là. C'est possible. Oui. Mais il y a une situation pour moi équivoque ou de malentendu. Oui. Je pense qu'en ce moment-là, Momo croit que Nadine avait une intention amoureuse pour lui. Ou quelque chose obscur. Je crois, et quand il l'a suivi à sa maison, il a vu qu'elle a une famille, 2 enfants, ça décepcionado. Il a été déçu. Il a été déçu. Et parce qu'il pensait que je crois. Mais c'est une situation pour moi équivoque, de malentendu. Pour moi, je ne sais pas si Momo avait la même situation que je, non? Mais je ne sais pas. Mais... Je pensais qu'il croyait qu'elle était une prostituée. Possible. Parce que il n'avait
que des relations avec des prostituées. Une blonde avec beaucoup de cheveux. Oui. Les Oui. femmes dans sa vie étaient des prostituées et Madame Lola. Oui, mais je crois que pour ça, il avait une solution pour sa vie s'il rentrait dans les domaines de Madame Nadine, je ne sais pas. Et alors, il me semble que... Mais après, il a connu que non. Et alors, c'est allé, non? C'est allé. Il s'en est allé. Bon. Oui, vous vous souvenez de ce passage, Lorraine? Oui, et j'avais pensé la même chose. Oui. Mais je crois que ce n'est pas pour ce que était dans le livre, mais pour les expectatives. De lire toute l'histoire d'un enfant pour moi, très tragique. Oui. Et en arrivant à ces moments, j'avais pensé, et nous allons avoir une violation, quelque espèce de type de choses plus tragiques. Pour ça, c'est... Non, mais il... Je ne crois pas. Moi, je ne l'ai pas du tout lu comme ça, parce que je crois que depuis le début du roman, Momo fait plusieurs allusions au fait que lui, quand il sera plus grand, ou même il a l'air presque de se considérer capable maintenant de devenir ce qu'il appelle un proxénète. Un proxénète, il transforme le mot bien. Oui. Donc, je crois qu'il garde cette idée, il est dans les nuages, bien sûr, et il garde cette idée. Alors, toute femme qui lui fait un sourire ou qui, eh bien, il se dit, bon, ben, je vais la prendre sous ma protection. Oui. Et sans avoir, il me semble, peut-être que, mais sans qu'il n'y ait aucune connotation d'avoir une relation. Bon, mais par exemple, lui être proxénète de Madame Nadine, non? Je crois qu'il y a cette idée-là dans l'imagination, il me semble me souvenir, dans l'imagination de Momo. Oui, il cherchait un chemin pour se défendre, non, comme il utilise les mots défendre pour parler de la prostitution, non, et c'est incroyable comme il devient un mot qui était péjoratif, non, comme la prostitution, il devient un mot, une façon de vivre et un droit qui a les femmes et même les travestis, non? Les travestis il fait une position, les travestis, que l'Africain, non, était boxeur. Et après, ils deviennent une travestie célèbre dans le bois de Boulogne, non? C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans le bois de Boulogne pour Madame Lola. Oui, Lola. Parce que comme il est très fort, il peut se défendre sans difficulté. Oui. Vous avez demandé, nous avez demandé sur le docteur Katz aussi, non? Que c'était lui et monsieur Amil étaient les figures de père, non? Pour lui? Oui. Oui, je crois. Et il était juif, mais c'était comme que c'était le lieu ou l'endroit où Maman se sentait très, très à l'aise chez le médecin, non? Oui, dans la salle d'attente. Oui.
Oui, oui. Et seulement une fois que quand le docteur Katz voulait amener Madame Rosa à l'hôpital, c'était, je crois, le seul moment que maman s'était fâchée. Fâché. Mais réellement fâchée, non? Oui, oui. Et je crois que la mort était une obsession pour Gary aussi. La mort, parce qu'il ne voulait pas être vieux, non? C'était une obsession pour lui. Oui. C'est probable. Oui, non, il y a des entretiens où il dit ça, qu'il ne va pas arriver à être à la vieillesse. D'accord. Il l'avait dit. Comme il sorte, le Momo sorte à la défense de tous les mondes, précisément la vieillesse, non? Il dit pourquoi pas il n'existe l'avortement de la vieillesse, oui. Non? Il utilise l'avortement comme s'il y a d'avortement pour les enfants, voilà. Il devrait avoir l'avortement pour les vieilles parce que aucune personne les soigne, non? Ils sont tout seuls dans les malheurs. Ils sont la dignité, c'était la dignité, la perte de ça. La perte de la... C'est un autre thème très important dans le livre, non? La dignité. La dignité. Oui. Il y a un personnage important pour moi, hein, que c'est le parapluie. Les parapluies partout. Oui, les parapluies, c'est le seul ami. Vous avez le seul ami de... Oui, le seul ami de Momo. Et sans visage. Sans visage. Sans visage, oui. Et avec beaucoup de... Il change d'apparence, non? Oui, oui. Le parapluie change d'apparence. C'est des articules et après, il les forme avec d'autres couleurs, d'autres vestes. Bon. Et je crois qu'il a les parapluies comme moyen de comprendre la vie et comprendre tous les personnes. Je vous remercie parce que c'est un personnage, je crois, très important pour Momo. Oui. Quelquefois, je me souviens quand il est déjà dans le souterrain, enfin dans la cave, oui. Je crois qu'à un moment, il explique qu'il remonte chercher le parapluie. Oui, oui. Et à la fin de l'histoire, oui. il dit qu'ils sont allés chercher son parapluie, non? Parce que il y a beaucoup de choses importantes à la fin qu'il parle, donc il parle, non? Donc il parle, très bien. Donc il parle, oui, je crois. Et pour moi, les parapluies, parce qu'il va à la rue pour faire des marionnettes avec les parapluies, non? Et il peut voir la réaction du peuple, non? Des gens qui vont à la représentation. Et il y a une personne, il y a quelques mondes qui ne veut pas le voir, il s'en va, non? Et on s'en va, mais il y a des personnes qui regrettent la situation de Momo et lui donnent d'argent, non? C'est que même Monsieur Amil et Madame Rosa ont de différentes opinions autour les parapluies
d'Arthur. Madame Rosa, je crois que craint que Momo a une maladie comme son père. Et pour ça, elle le conduit, l'amène au docteur. Oui. Mais les musulmans, je crois que c'était le monsieur Amil, oui. Et croyait que c'était un artifice, je sais pas, un artifice religieux, mais pas arabe, pas musulman. Et je crois que Amil n'est pas très content quand il voit Momo avec le parapluie. Je sais pas. Je ne me souviens plus. Non, c'est peut-être parce que Madame Rosa connaissait l'histoire du père de Momo et peut-être Monsieur Amil, non, je ne sais pas. C'est possible, oui. Mais il y a des différentes expressions, des différentes réactions et quand il fait son parapluie, non? Quand il nous montre les parapluies. Non? Bien sûr. Je crois, pour moi, les parapluies, c'est les moyens, l'ami, la tendresse, parce qu'il le soigne, le change, le peint, la vite, de différentes manières. Il fait un peu la même chose à la fin avec Madame Rosa. Il l'a peint, il l'a maquillé. Il a fait les mêmes, parce que c'est la tendresse qu'il a, c'est la même pour son parapluie que pour Madame Rosa, non? Il pense que l'amour... Sont mieux amis, non? Amil l'a dit que l'amour... Oui, que l'amour, c'est qu'il faut aimer, non? Et presque un autre personnage était pas exactement un personnage, mais c'était drôle. Et le portrait de Hitler. Monsieur Hitler. Oui. Le portrait. Le portrait. Oui. Le portrait, oui. Oui, ce roman est rempli de choses étonnantes. Oui. Et donc là, c'est le portrait qui est utilisé par Momo, par l'enfant. Enfin, c'est un portrait que possède Madame Rosa. Et Momo l'utilise pour réveiller Madame Rosa, parce que Madame Rosa a souffert le nazisme, a été déportée et a de très, très mauvais souvenirs, évidemment, de la déportation, etc. Et donc, elle a, aussitôt qu'elle voit elle craint toujours, elle est obsédée par le fait que la police va peut-être venir la chercher à nouveau parce qu'elle est juive ou pour les problèmes avec les prostituées, etc. Donc, elle craint, elle est dans l'attente. Et donc, aussi, quand elle voit l'image, le portrait de Hitler, eh bien, c'est plus fort. Elle s'énerve. Je crois qu'elle avait dessous son lit, non? Voilà. Mais je crois aussi qu'à la fin, elle craint, elle compare aller à l'hôpital à être amené comment s'appelle ça, vélo d'hiver, et après Vélodrome d'hiver.
pour elle, ce sont les mêmes choses, non? Oui. Oui. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, il y a des associations, évidemment surprenantes, mais vous en parliez, je crois, au début, de l'hôpital qui devient la pire des choses qui peut arriver. Oui, oui. Et alors, justement, à la fin, nous avons le docteur Katz qui dit qu'il faut absolument faire que Madame Rosa aille à l'hôpital. C'est là qu'ils vont pouvoir lui donner des soins pour qu'elle puisse terminer ses jours le mieux possible. Comme un légume, non? Comme un légume, non? C'était légume. Comme légume, oui. Un légume. Un végétal, non? Voilà, un légume. Un légume. Oui, mais légume. Pour Monsieur Katz, ce n'est pas ça. Hein. Pour Monsieur Katz, l'hôpital, ça va être... Ça, mais évidemment, pour Madame Rosa, c'est ça. Et Momo a très bien compris. Hein. Et il assure, il promet à Madame Rosa qu'il ne va pas la laisser partir à l'hôpital, qu'elle ne va pas terminer comme un légume, comme un Américain, un champion américain. Oui, il y avait un cas qui a commenté. Oui, de 17 ans. En Amérique, oui. Voilà, qui est resté comme un légume pendant 16 ou 17 ans. Oui. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver pour Madame Rosa. Oui, mais c'est pour le docteur Katz, c'était un serment des médecins, non? Qu'il doit protéger la vie de le patient, non? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que quand à la fin, dans les derniers chapitres, dans les derniers, Momo demande au docteur Katz d'avorter Madame Rosa, c'est-à-dire de la faire mourir, parce que, eh bien, le docteur Katz dit que non, que lui, il ne peut pas faire ça, que l'euthanasie est punie de façon... La seule solution, c'est l'hôpital. Oui. Comme quoi, les mêmes choses sont vues de façon complètement différente. Mais je le vois comme Madame Rosa. Je le vois exactement égal. D'accord. Très bien. Comme il imagine, non? Comme un Momo imagine une solution finale pour tous les deux. Bien sûr. Pour tous les deux. Il va au niche, s'appelle niche, comment s'appelle les trous juifs, non? Les trous juifs, c'est la chambre qui a Madame Rocha dans la cave. Oui, dans la cave. Oui. Le trou juif. Le trou juif, oui. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle. Oui. Comme il utilise les 30 sacs qu'il a donné Madame Lola, elle l'utilise pour acheter des peintures pour et des colognes, non? Oui, des parfums. Des parfums pour essayer d'effacer l'odeur, non? Que Madame Rosa reste très jolie. Voilà. Reste très jolie comme elle voulait être. D'accord. Il y a un passage, je pense à un autre passage tout à fait étonnant, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand le père de Momo vient le chercher. Terrible, oui. Je crois, je ne sais pas si j'avais déjà lu quelque chose d'aussi cruel
d'aussi dur, d'aussi, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est absolument étonnant. Oui, c'était la manière d'arriver à l'explication de Madame Rosa, non? Oui. Avec un bar mitzvah, avec, c'était comme un couteau, des coups de couteau, non? Chaque chose qu'elle avait dit, c'était pire et pire et pire. Oui, il le découvre, non? Il fait le découvrement que son père a tué sa mère. Oui. Et après, pour s'enfuir un peu de la tristesse, il dit que ce ne pouvait pas être son père parce que sa maman s'est prostituée, non? Et il pouvait avoir un autre père. Mais elle ne savait pas comment sortir de la situation parce que d'un moment à autre, non? Il connaît toute sa vie. Jusqu'au le moment, pour lui, était inconnu. Non? Bien sûr, c'est là qu'il comprend qu'il a 4 ans de plus que ce qu'il croyait. Oui. Oui. Et alors, quelques jours après, eh bien, peut-être quand il parle à Monsieur Katz, au docteur Katz, il lui raconte, il lui ment. Ah oui, il lui dit, peut-être quand il lui dit que de la famille de Madame Rosa va venir d'Israël pour la prendre. Oui. Je crois qu'il lui raconte toute une histoire. Et alors, le docteur Katz est un peu surpris. Et à ce moment-là, je crois que Momo dit qu'il sentait qu'il avait 4 ans de plus parce qu'il parlait très bien. Oui. Oui. Alors, il imagine la solution. Il raconte tout le monde la même histoire. Oui. Je crois qu'il veut raconter l'histoire véritable à Madame Lola, mais quand il connaît que Madame Lola ne savait pas aucune chose du trou juif, il se mue, non? Il se tue. Il se tait. Il s'était. Oui, il s'était. Et après, il raconte la même histoire comme à tout le monde, non? La même histoire, oui. Tout à fait étonnant, tout à fait étonnant. C'est impressionnant. La vie une chose qui m'a frappée, c'était que Madame Rosa aimait sa vie comme prostituée. C'était la meilleure partie de sa vie. Sa vie comme prostituée. Et je crois qu'elle avait commencé en Afrique, non? Quand elle est allée en Afrique, je crois que c'était parce que, oui, elle est allée je ne sais pas comment, mais je crois qu'elle avait vécu en Afrique. À Argélie, je crois. Oui. Argel. Je crois qu'elle avait été en Argélie. Algérie. Oui, on n'explique pas pourquoi, mais sa féminité, non? Parce que maman parle beaucoup de la féminité de Madame Rosa, mais on ne sait pas pourquoi elle aimait sa vie. Oui, c'est pour ça que nous avons dit qu'il utilise un concept péjoratif pour les rendre la dignité. Parce que dans ces moments-là, les femmes seulement survivaient et
de l'office, non? De la manière de se prostituer. Moi, c'est pour elle était un emploi comme un autre. Oui, et quand elle avait commencé, je crois que ça serait avec les Américains, par exemple, parce qu'avant, c'était avec les Allemands, mais elle était en Allemagne. Et je crois que ça serait avec les Américains, et après, parce que c'était une partie de la vie en France à l'époque. Oui. D'accord. J'avoue que là, je n'avais pas... Bon. Mais c'est possible. Oui. Il disait que France était un bordel. D'accord, très bien. Pendant et après la guerre. D'accord. Comme survivre dans la guerre. Comme qui survit? Qui peut survivre? Oui. Mais un bordel organisé. Oui. C'était un bordel organisé parce que le gouvernement avait préparé des installations pour les soldats après la guerre et pendant la guerre. Bon, pendant la guerre, non, mais après la guerre avec les Américains, oui, c'était un plan organisé. Oui. D'accord.